à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi à 7h30, heure extrêmement matinale. Je suis de retour en France, donc on prendra les vidéos quotidiennes pour l'ensemble de la communauté tous les matins, du lundi au vendredi, ainsi que le live de 12h30 pour l'ensemble de la communauté, et les académiciens me retrouveront tous les midis, donc lundi, mardi et jeudi. Avec l'ensemble des académiciens, on reprend normalement nos habitudes. On va parler Bitcoin, bien évidemment, on va parler d'actualité, parce que généralement le lundi on fait des vidéos d'actualité, pas forcément celles que vous attendez, pas forcément celles que vous avez déjà vues passer dans votre fil d'actualité, mais bien d'autres qui m'intéressent beaucoup pour pouvoir renforcer mes billets de confirmation, voire peut-être quelques billets d'invalidation, on en parle maintenant. Alors de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Une annonce ce matin par rapport à la dernière semaine importante de publication US. On trouvera du McDo, on trouvera de l'Apple, on trouvera du PayPal, on trouvera du Roku. Je suis investi dans Roku, AMD notamment. Vous trouverez toutes les grosses boîtes comme Coinbase également en même temps que la clôture de jeudi prochain. Donc on sera très attentif. C'est là pour moi la dernière semaine. Il y aura d'autres parutions, mais la plus grosse entre guillemets c'est celle-ci. En tout cas la dernière plus grosse c'est celle-ci. On sera très attentif par rapport aux résultats des entreprises qui sont pour le coup extrêmement bons. Même si on voit de plus en plus d'actions qui retracent, gros entendement, c'est quand même assez fou de le constater, puisqu'on était vraiment au-dessus de beaucoup de prédictions au niveau des estimations de bénéfices et de croissance et de revenus par rapport aux entreprises, notamment tech, et on voit qu'elles retracent. C'est quand même assez fou, on va essayer de le dire pourquoi, parce que c'est toujours intéressant de dire a posteriori le pourquoi, et on l'explique toujours de façon extrêmement limpide. C'est si simple de pouvoir éventuellement naviguer sur ces marchés financiers. On continue là-dessus. Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi. Trouvez votre propre style d'investissement, c'est disponible gratuitement dans le Discord des rois du marché. Tous les liens sont dans la description. On va parler Bitcoin. On a eu donc notre confirmation. Donc toute la semaine dernière, c'était une émotion. Vous vous rappelez ici qu'on avait complètement cassé au niveau des résistances qui font maintenant office de support. Nous avons eu donc l'émotion. Et nous avons eu donc dimanche la confirmation. C'était il y a quelques heures. Et maintenant, on attend quoi? Une bougie d'acceptation. Alors, c'est vrai que quand on avait fait la fractale par rapport à vendredi dernier dans le live, on peut partir du principe que Bitcoin peut complètement s'envoler en l'espace de 3 semaines. C'est clairement ce qui s'était passé après avoir breaké la résistance qui avait duré relativement longtemps, également en 2019, même si moins longtemps, mais quand même longtemps. Et en 3 semaines, on avait pris près de 53% d'augmentation, donc est-ce qu'on peut le jouer? C'est trop tard pour le jouer malheureusement. Pour être tout à fait honnête avec vous, si vous n'êtes pas dans le train, c'est un petit peu compliqué d'acheter ici à levier sans pour autant les maîtriser, mais ça reste extrêmement risqué, donc c'est soit on l'avait avant, soit on avait éventuellement, pourquoi pas, essayé on avait senti, pour une forme d'intuition, à quel point c'était difficile de casser les 25 000 $. On aurait pu mettre des leviers ici. Je sais que vous êtes nombreux à l'avoir fait. Donc bravo à vous et je vous exhorte, ceux qui sont rentrés sur les 25 000 $, lorsqu'on l'avait potentiellement préconisé, ou pas forcément préconisé, mais dans un risque management, 1% du capital, vous avez compris l'histoire. Et bien ceux-là, je vous exhorte de prendre des profits sur ces niveaux de prix. Si vous ne le faites pas, vous risquerez malheureusement de le regretter. Qu'est-ce que vous voulez attendre de plus? 5, 6, 7% de plus? Franchement, prenez des profits lorsqu'ils se présentent et on vous donne le temps. Le marché vous donne toujours le temps de prendre des profits. Donc saisissez-le, puisque certains en prennent et en prendront avant vous. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. Et je vous explique d'ailleurs pourquoi. On l'avait dit vendredi dernier, ce qu'on veut voir maintenant sur des formes d'accélération, de cassure, c'est les open interest qui soient maintenus. Et les open interest sont maintenus. Donc c'est extrêmement intéressant de l'observer. Je suis actuellement en daily, je ne passerai pas sur les petits time frames. On voit bien que les open interest ne décrochent pas littéralement. Ils sont clairement maintenus. D'ailleurs, par rapport à la bougie d'explosion ici, de résolution, on peut même pas forcément de direction, mais de résolution par rapport à tout ce range précédent, on essaye de chercher des bandes de range hautes. On a vu une forte dégradation au niveau des open interest, et on vient de repasser au-dessus, avec près de 7 milliards de $. Alors on va dire, oh, mais le train ça nous dit, oui, vous inquiétez pas, on peut leur dire beaucoup plus avant d'aller chercher tout le monde. Là, ce qu'on a décidé d'aller chercher, ce sont des vendeurs à découvert, qui sont positionnés depuis longtemps. Et quand il n'y aura plus de vendeurs, il y aura beaucoup d'acheteurs et on ira très probablement chercher les acheteurs. Soyez complètement convaincus par rapport à ça également. On repasse en Quentin Go. C'est juste formidable au niveau des spreads. On est plutôt en faveur des longues ici, puisque le ratio long-short est plutôt en faveur des longues. Et je vous reprends une toute petite fractale qu'il faut vraiment regarder et prendre en considération. À quel moment il faut s'inquiéter? Eh oui, c'est toujours la même chose. À quel moment il faut s'inquiéter, Hermès, pour dire oulala, il faut absolument que je parte, parce que je connais certains d'entre vous, et j'ai presque envie de dire certains d'entre nous, qui ont tendance à déplacer nos tech profits. Ne faites jamais ça. Si vous avez un plan, vous avez un stop, vous avez une entrée, vous avez un take profit ou plusieurs take profits, s'il vous plaît, ne les déplacez pas.
Hein, je sais qu'il y en a beaucoup sur le Discord qui relèvent doucement mais sûrement leur petite épée pour essayer de grappiller dans l'émotion et dans l'émotivité quelques tout petits pourcentages ou miettes de pourcentage qui généralement va vous punir. Donc faites attention à ça. Si vous avez décidé de prendre des profits sur les 34 200$, prenez des profits sur les 34 200$. Si vous avez décidé de prendre des profits sur les 31 842$, prenez des profits sur les 31 242$. C'est comme ça que ça fonctionne et après vous essayez d'en tirer un rendement. Le prix, de toute manière, on s'en fout en tant que trader. Et continuez à jouer vos plays et ne déplacez pas vos TP si vous l'aviez décidé en amont. Je vous montre juste une toute petite fractale. Elle est ici. Clairement, vous vous rappelez, ici, on avait cassé au niveau des supports, des résistances qui font office de support. Vous avez une explosion au niveau du ratio, mais plutôt sur les top traders ici, une diminution au niveau des ratios sur le compte, donc plutôt retail pour moi. Et à quel moment on commence à s'inquiéter? Quand les retails prennent confiance. Vous voyez ici, là, les retails qui prennent confiance. Vous le voyez ici, on dégrade, on vient chercher une résistance, un support qui faisait office de résistance, mais on vient chercher en fait cette petite résistance-là et on décroche littéralement. Hein, non, c'est pas là que je voulais vous le montrer, je le reprends exactement. Voilà, c'est ici en plein milieu de mon rond. Voilà, ici en plein milieu de mon rond. On vient les chercher et boum, on vient décrocher tout le monde parce que les retails ont pris confiance. Actuellement, est-ce qu'on voit les retails qui prennent confiance? Pas du tout. On voit vraiment du rouge-rouge. Actuellement, les retails ne sont pas du tout en confiance. Si d'ailleurs on fait un tout petit peu d'order flow, merci de l'avoir partagé. Je ne sais plus qui c'est qui l'a partagé ceci, mais on voit un magnifique POC ici de liquidité en blanc. Hein. C'est blanc, c'est beaucoup de prises de liquidité qu'on pourrait prendre ici sur des vendeurs à découvert sur les 39 000, 40 000$. On l'a vu tout au long de la semaine dernière. Prenez des profits sous les 40 000$ si vous aviez un TP. Moi j'ai des gros TP sur les 36. On est quasiment venu les chercher. D'ailleurs on est venu les chercher sur Bybit, mais j'ai pas été fil pour information. Donc je sais pas si vous avez été fil sur les 36. Moi personnellement j'ai pas été fil. Alors qu'il y a une mèche qui a transpercé de façon assez forte au niveau des 36 000$, mais j'ai pas été dans le panier de liquidation au niveau des vendeurs à découvert. Basta. C'est pas grave, on attendra. Généralement les mèches de liquidation on va les chercher tôt ou tard. Donc je reprends juste par rapport à l'order flow ici. Donc vous avez des gros pics de liquidité, des prédictives sur les 40 000$, 39 000$. On pourrait bien évidemment aller les chercher. Et au moment où les retails commencent à reprendre confiance, c'est le temps, à mon avis, d'aller dégraisser tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'on peut aller en dessous, ça ne veut pas dire qu'on va à droite, ça ne veut pas dire qu'on va à gauche, ça ne veut pas dire qu'on va en haut. Ça veut juste dire que la dernière fois qu'on l'a fait, on est parti chercher tous les stops complètement évidents ici. Et c'est clairement ce que je joue, personnellement. Voilà ce que je jouerai. Ça, je le jouerai. Ça veut dire quoi, ça, je le jouerai? Ça veut dire que ça, je le jouerai. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Et ça peut aller relativement bas jusqu'aux 20 000$. Le gap CME sur les 20 300$. Les poches de liquidité complètement logiques. Tous les acheteurs à découvert qui se sont positionnés, dont nous, avec un N majuscule, dont moi, je suis encore exposé. Et sur pas mal de trades contrariens, d'ailleurs, par rapport à pas mal de petites crypto-monnaies qui commencent vraiment à prendre des couleurs. Logiquement, surtout nos trades contrariens, on est dans le vert. On attend maintenant nos TP. Allez, on va attendre patiemment nos TP. Je touche du bois, j'espère qu'ils arriveront. Mais pour l'instant, rien n'indique un retournement de situation. Donc on restera tout simplement confiant par rapport à ce qu'on est en train d'observer et surtout patient. Voilà pour ça. On va faire quelques petites news, ce que je trouve très intéressantes ces news. La première, c'est celle-ci. Eh oui, elle est passée inaperçue, je ne l'ai pas vu beaucoup partagée sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas vu beaucoup partagée sur le Discord des rois du marché. Moi, je vous en parle. Bitcoin de MTGOS, le remboursement prendront une année de plus. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que c'était la date limite de remboursement initiale au niveau des MTGOS? On en parle depuis 6 mois maintenant. Et personnellement, j'en parle. Et personnellement, je l'avais même noté sur mon agenda à une semaine près. Donc ça a été noté, je ne vous en avais pas parlé vendredi, mais je vous en parle aujourd'hui. Ça a été repoussé d'1 an. Et à la base, c'était le 31 octobre 2023. Donc ça a été repoussé au 31 octobre 2024. Vous prenez donc une apocalypse de Bitcoin qui potentiellement serait déversée sur les échangeurs d'ici octobre 2024. Octobre 2024, c'est aussi très proche des ATH par rapport à une cyclicité, une programmabilité au niveau de Bitcoin et des crypto-monnaies. Sur des nouveaux ATH, ce serait septembre, octobre, novembre 2024. Donc c'est très intéressant de pouvoir se faire livrer ces Bitcoins très proches des ATH, où on sera très probablement à ce moment-là proche des ATH. Je touche du bois, on l'espère, ou complètement autre chose, mais dans l'idée, c'est quand même plus intéressant et il y aura des profits qui seront pris. À partir du principe que si MTGOS avait libéré l'ensemble des Bitcoins là, ça aurait été probablement pricé par le marché. On a eu la news le 21 octobre dernier, et très probablement qu'on n'aurait pas cassé et on n'aurait pas fracturé au niveau de cette explosion haussière. Je vous le montre pourquoi. C'est extrêmement simple. On a eu donc la news le 21. Et je pense que certains dans les milieux autorisés avaient la news avant. Pourquoi? Parce que regardez ce que c'est le 21. Le 21, c'est exactement ici. Et tout le monde a eu la news au niveau des MTOX, c'était le 21. Je ne vous mens pas, c'est ici. C'était le 21 septembre. Bitcoin et Ethereum, les remboursements prendront une année de plus. Donc ça a été validé, entre guillemets, juste ici.
quelques jours avant, on était là, quoi. On va voir quelques jours avant, on était sous résistance. Donc on était potentiellement en train de presser. Et des gens savaient que MT Gox n'allait pas venir. Et c'est quand même beaucoup, hein. C'est un demi-milliard de dollars. Enfin, c'est 5 milliards de je ne sais plus combien. Enfin, c'est quand même beaucoup. Plus de 170 000 bitcoins ou 150 000 bitcoins. Et puis derrière, on s'est retrouvé, on casse les résistances parce qu'on a eu complètement l'information. Et évidemment que c'est pas ici. C'est pas lorsque vous avez la news que vous achetez. Parce que généralement, on vend sous résistance et on achète sur les supports. C'est toujours comme ça, bizarrement. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ça, c'était la première news. Donc, on repousse d'un an. Notez-le dans vos agendas pour fin octobre 2024. On continue avec ça. Adoption crypto, le rêve américain en plein cauchemar d'après Coinbase. Il y a une petite étude qui a été faite. Je vous invite à aller lire sur le Journal du Coin. C'est très intéressant. Moi, il y a un seul truc qui m'intéresse là-dedans. Il y a un seul truc qui renforce mon billet, si vous voulez. C'est tout à la fin. Donc, tout ça, je m'en fiche complètement. C'est juste ici. Une dynamique aussi envisagée à un niveau politique, puisque 51% des jeunes se disent prêts à soutenir un candidat favorable aux crypto-monnaies lors de l'élection 2024. Elle est représentée à l'heure actuelle à environ 40% de la population en âge de voter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Joe Biden, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, ne pourra malheureusement pas se mettre à dos, en vue d'une réélection en 2024, les cryptophiles, avec que des lettres en majuscules. C'est presque mathématiquement impossible. Je vous donne une toute petite idée. Aujourd'hui, on est considéré un petit peu comme des extrémistes. On est considéré comme des défiants, comme des divergents. C'est un petit peu ça. Voilà. On est plutôt considéré comme des divergents. Si vous reprenez 15 ans en arrière, sans pour autant rentrer dans la politique pure et dure, essayez de vous rappeler pourquoi Nicolas Sarkozy a perdu sa réélection. Je ne sais pas si vous vous souvenez, contre François Hollande. Je l'avais dit à ce moment-là, à mes proches, je dis c'est pas compliqué, si Nicolas Sarkozy veut devenir un nouveau président en 2012, il a une seule chose à faire, c'est tendre la main au Front National. La seule chose qu'il a à faire pour être de nouveau président de la République en 2012, c'est de tendre la main au Front National, à des divergents, qui le sont de moins en moins aujourd'hui, mais qui étaient, en termes de rythme d'adoption, le Front National continuait à avoir de nouveaux inscrits, si vous voulez. Et il y avait juste une chose à faire pour Nicolas Sarkozy, c'est tendre la main au Front National, il aurait été élu en 2012. C'est exactement ce qui pourrait se passer vis-à-vis de Joe Biden par rapport à sa réélection. Si Joe Biden décide de ne pas tendre la main aux cryptophiles, ou en tout cas à la jeune génération, plutôt cryptophile, qui représente quand même une majorité dormante, hein, et s'il y a d'ailleurs quelqu'un qui est parti du principe que c'est près de 25% des jeunes aujourd'hui qui détiennent de la crypto-monnaie aux États-Unis, donc ça c'est les derniers chiffres, c'est quand même beaucoup qui détiennent directement ou indirectement de la crypto-monnaie. Ils sont largement en avance sur les Européens aux États-Unis au niveau de la crypto, etc. Même si ils essayent de mettre un cadre juridique et c'est pas si évident de pouvoir s'exprimer sur ce truc-là au niveau des jeunes, bien évidemment, ça reste encore risqué et dangereux, mais ils sont beaucoup plus en avance que nous. Si aujourd'hui en France, on peut partir du principe qu'on est à peu près 8-10%, fourchette haute, à partir du principe qu'on est à peu près à 25-30%, si vous voulez, aux États-Unis. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais c'est à peu près comme ça qu'on pourrait le voir. Il ne peut malheureusement pas se soustraire de ce type d'électorat. Donc il sera élu s'il tend la main, s'il tend pas la main, il sera très probablement pas élu, et on espère, et on touche du bois, que ce soit un républicain qui est plutôt crypto-friendly. Et d'ailleurs, je vous invite à aller juste regarder une toute petite news par rapport à l'Argentine, du entre guillemets pro-Bitcoin, même si juste si on dit je suis pas contre Bitcoin, on considère tout le monde comme pro-Bitcoin. En Argentine, il est passé deuxième et il y a eu un soutien du parti d'extrême, pour information, ce qui correspondrait pour nous aux républicains, me semble-t-il. Donc peut-être en bonne voie, encore une fois en Argentine, qui fait partie du G20, bien qu'on observe une très forte inflation actuellement en Argentine, ça reste un pays qui fait partie du G20 et c'est très bon, encore une fois, pour une forme d'adoption planétaire. Je parle ici principalement de Bitcoin, plus que d'autres crypto-monnaies, comme vous avez bien sûr compris. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, ça c'est une news pour moi qui est extrêmement catalysante, qui permet de renforcer mes billets de confirmation. On continue à une autre information, et après on repassera sur plutôt de l'analyse technique. Le premier ETF Bitcoin enregistre des taux impressionnants. Eh ouais, ça c'est super intéressant. Bon, ça c'est quelque chose que je regarde avec une grande attention et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un seul truc qui m'intéresse, en fait, sur ces ETF, c'est les volumes. Bon, on l'observe, on voit bien que JBTC a donné d'ailleurs le fil directeur et le breakout au niveau des Bitcoin Spot. Donc on s'est dit, souvent, en fait, il va chercher, entre guillemets, le chemin. C'est JBTC qui est en avance, que ce soit la hausse, que ce soit la baisse. Il faut le comprendre comme ça, c'est quelque chose qu'on
on a déjà vu et observé dans des fractales précédentes. Toujours selon Eric, les volumes combinés de 2,5 milliards de dollars pour BITO, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, et GBTC placent ces produits dans le top 1% des ETF. C'est énorme. Maintenant, je vais juste essayer d'attirer votre attention sur ces produits, sur les contrats futurs. BITO, on est d'accord, BITO, BITX, BITI, ce sont des contrats futurs. Est-ce que vous connaissez les frais de terre? Donc, les TER, ce sont les frais, l'intégralité des frais de gestion, les frais de maintien, les frais de tout ce que vous voulez, hors frais de transaction. Aujourd'hui, sur BITO, tenez-vous bien, parce qu'on parle de Swissborg, on parle de Bitpanda et on parle de Coinbase au niveau des frais, tenez-vous bien, c'est 0,95%. À quel point ils se foutent de nous quand même. C'est juste en dessous des 1%. 0,95%. Des contrats futurs. Si aujourd'hui vous prenez les frais de taker-maker au niveau de Binance, ou au niveau de Bybit, ou au niveau de Bittrex, au niveau de Bitfinex ou Deribit, sur les taker-makers, c'est 0,01%. Vous l'avez? Donc en somme, ce genre de BITO et BITI, c'est quasiment 100 fois plus cher. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on parle ici des contrats futurs. Je m'attends à des frais donc plus élevés sur des ETF au comptant, qui très probablement détourneront réellement le regard de ces très gros investisseurs, qui n'accepteront très probablement pas ces énormes frais-là. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura personne, ça veut dire que ce sera peut-être un tout petit peu moins explosif qu'on pourrait l'attendre, et la forme pour moi encore une fois, de capture de ces volumes sera très probablement utilisée pour vendre, tout simplement, sur un intercycle ou sur un top de marché générationnel. Je ne sais pas quand est-ce que ces ETF seront disponibles à la vente sur l'ensemble du retail. Et en tout cas, celui-ci, il est disponible aux particuliers. Vous pouvez très bien spéculer dessus à 0,95% de frais. C'est quand même pas rien. Sur du contrat futur, encore une fois, c'est clairement ce que je parle. C'est 100 fois plus cher que les échangeurs actuels. Et partez du principe que Bybit, Binance, Bittrex sont extrêmement rentables. Juste comme ça, je vous le donne en mille. Bon. Maintenant qu'on a posé ces jalons-là, on va repartir au niveau de la technique vis-à-vis de GBTC, vis-à-vis du UIDX, notamment du SP500, etc. Parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Je reste en weekly. On n'a rien à... Inutile d'aller dans des petites time frames puisqu'on a eu des clôtures aujourd'hui. On vient exactement rebondir sur le premier arrêt. Donc GBTC, premier arrêt. Possiblement, ici, une borne haute de range. Haute de range, hypothétique, aucun signe de top, aucun signe de retournement. On aura en fait des confirmations de retournement en cas de réintégration. En somme, structure, pullback et réintégration. Là, ce sera signe de top. Non, c'est pas très dingue. Oui, mais sur des retournements pour moi, ça reste complètement jouable, bien évidemment. Premier arrêt. On parle ici au niveau du DYDX. Je vais essayer de le retrouver, notre ami DYDX. Il est juste ici. On est exactement en train de travailler un tout petit peu plus haut que le premier arrêt, mais sous la dernière poche de résistance qui se trouve ici sur les 106, 107, 106. Bon, la question à savoir, c'est est-ce qu'on s'effondre ou est-ce qu'on explose? Moi, je suis plutôt en train de penser qu'on l'a un peu trop survendu, ce truc-là, et on est parti chercher tous les vendeurs à découvert. La liquidité a été prise. On est potentiellement en train de créer une forme de divergence, et je pense qu'on peut d'ailleurs observer des petites divergences qui sont d'ailleurs en train de se positionner juste ici, des divergences qui sont en train de se positionner juste ici, avec une divergence d'ailleurs. Ah non, pas de divergence ici. Une toute petite qui est en train de se positionner, peut-être sur des plus petits time frames, on va rester en weekly. Pour moi, je pense que tout le monde attend le breakout potentiel. Est-ce qu'on ira chercher des objectifs plus hauts? Je pense qu'on a le temps chez les rois et on peut très bien aller chercher un peu plus bas pour nous donner en fait cette impulsion, notamment au niveau des indices et notamment au niveau des cryptoactifs qui pourraient continuer leur petite, entre guillemets, envolée. Bon. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous retournez au niveau du S&P 500, parce qu'en réalité, la dégradation au niveau du S&P 500 est directement corrélée par rapport à l'augmentation au niveau du DXY, c'est normal, vous prenez des profits et vous le passez naturellement en dollars, bien évidemment, et vous allez rechercher un petit coup au niveau du DXY. On vient exactement clôturer, mais c'est quand même assez fortement chirurgical sur nos fameux 4114 points. Ça fait un an que je vous en parle de ces 4114 points qui font office de résistance et de support. Maintenant qu'on y est, on peut très probablement rebondir. Ce qui dégraderait au niveau du DXY, parce qu'actuellement on voit qu'il y a de l'argent qui navigue et qu'il y a de l'argent sur le dollar. Les gens demandent du dollar ici, alors que les Chinois ne veulent plus trop de dollars, d'ailleurs, et notamment au niveau des obligations, on pourrait très bien regarder et observer quelque chose
comme ceci, je ne lis pas, c'est très prédictif, et une dégradation au niveau du DXY, tout simplement. Mais ici, on est plutôt sur toujours des, même si c'est pas très joli, on a des M-top avec pullback, on attendrait peut-être une petite structure, voire un avalement d'une bougie précédente. Ici, c'est un petit peu acheter le couteau qui tombe, faites attention à ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que je vois pas beaucoup de personnes qui sont en train de crier à l'alerte générale. C'est ça qui me fait dire qu'on n'est peut-être pas sur le bottom, ou en tout cas on n'est peut-être pas complètement sur le pullback, parce que personne crie à l'alerte générale. Ici on crie à l'alerte générale, ici on crie à l'alerte générale, ici c'était, sauf qu'il peut, Bitcoin, S&P 500 par moins 70% le crack de tous les temps. Ici le machin il retrace de 20%, je sais pas combien exactement, 10%, c'est normal. C'est une petite respiration, faites attention à ça, puisqu'on est en train de se complaire par rapport à un rythme de croissance. Et si vous prenez ici au niveau du canal ascendant, on vient de le craquer, ce canal ascendant. Voilà, vous l'avez ici, on l'a clairement brisé. Voilà, hop, un petit truc un peu comme ça, c'est pas très bullish, jusqu'à preuve du contraire. En attendant de structure, mais c'est clairement un bon play, si vous jouez un petit peu le S&P 500, il y a des take profits qui seront pris naturellement sur ce support ici, ou des plays acheteurs seront pris sur ce play ici. Ça, c'était au niveau de... Vous avez compris un petit peu cette décorrélation complètement corrélée, mais décorrélation parfaite entre $index, entre le S&P 500, on arrive sur des résistances, on arrive sur des supports, maintenant on attend des réintégrations. Et ce que je voulais aussi vous montrer, c'est toujours la même chose, c'est au niveau des stablecoins. Oui, maintenant qu'on a eu la confirmation, émotion, confirmation, on est en train de voir une bougie d'acceptation. C'est la même chose pour tout le monde. On attendrait quoi? Éventuellement un petit pullback, juste ici au niveau des 10%, et une continuation baissière. Ça c'est jouable, ça c'est pattern, tout simplement. Vous aviez un magnifique triangle de contraction, on l'a brisé au nord, terminé. Certains diront, crieront au fake out. Oui. Donc ce que les bulles ne veulent pas voir, c'est une réintégration. Et ce qui est super intéressant au niveau de Bitcoin, c'est qu'on va l'avoir très rapidement, cette réintégration. Si on doit l'avoir, on l'aura très rapidement. Si on n'a pas de réintégration, c'est une continuation avec des ratios de AB égale CD. Et on peut aller chercher relativement loin, à minima, pour moi, les 39 000 $. C'est clairement ce qu'on avait identifié ensemble il y a quelques jours en arrière, tout simplement. Je vous fais juste 2 petites news supplémentaires. C'est ceci, parce qu'on l'attendait, on ne l'a pas commenté puisqu'on avait la vidéo de vendredi, on a eu ces résultats vendredi dans l'après-midi. États-Unis, la croissance a doublé au 3e trimestre portée par la consommation des ménages. Alors, portée par la consommation des ménages, on ne va pas me faire croire aujourd'hui que les gens travaillent, donc ils peuvent consommer, parce qu'en France aussi, il y a moins de chômage qu'il y a quelques mois en arrière, et pourtant on est plutôt dans une forme de... On n'a pas des taux de croissance à 5%. Je vous le dis franchement, et on a 4,9% en rythme annualisé aux États-Unis, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est clairement dû à du soutien aux ménages américains. Eh oui, le trésor américain. Si vous voyez les taux du trésor américain, qui aujourd'hui redépassent les 5% au niveau des obligations, c'est qu'ils sont en train de nous vomir auprès des institutionnels des obligations pour pouvoir soutenir leur économie. Donc là, en fait, vous avez 10, 15, voire 20 de dettes pour 5 de croissance. C'est à peu près ce qu'il faut à peu près comprendre. Des ratios de 1 à 5, donc c'est pas du tout... c'est pas du tout. Si, c'est lié aussi, bien évidemment, à l'emploi, etc. Et d'ailleurs, on aura à la fin de la semaine, actuellement on est sur du 3,8, donc on dépasse pas les 4,1. Pour moi, ça reste confortable. Donc on a une toute petite recrudescence au niveau du chômage. On était à 3,3, 3,4, on est passé à 3,8. Mais bon, apparemment, ce sont les Américains. C'est la dette, en fait, qui soutient clairement ça. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Vous êtes dans le rouge. Prenez-le comme ça de façon très claire, et c'est clairement ce qu'on voit. Ne pensez pas que c'est différent aux États-Unis, c'est exactement ce qu'on est en train d'observer aux États-Unis. Vous êtes dans le rouge. Vous avez du mal à boucler vos fins de mois. Vous avez du mal à payer la scolarité de vos gosses. Et vous allez voir votre banque, ouais, j'ai besoin de 10 000 balles. Ah ok, pas de problème. Voilà. C'est probablement ce qui est en train clairement de se passer aux États-Unis. On est en train de dépasser des sommets historiques de avant 2008, avant la crise des subprimes de 2008, par rapport aux encours bancaires sur cartes de crédit aux États-Unis. C'est du délire ce qui est en train de se passer. C'est du délire. Ce n'est pas tenable. Mais ce qui n'est pas tenable, ça ne veut pas dire imminent. C'est sûr que dans le temps, ce n'est pas tenable. À quel moment on dit stop? Au moment où on dit paiement refusé. Voilà. Et il y aura probablement à un moment donné un paiement refusé quelque part. Donc c'est clairement pas tenable. Ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est juste une toute petite phrase, je ne sais plus où est-ce qu'elle est. L'inflation est trop élevée, quelques mois après, non, je ne sais plus où est-ce que c'est. L'investissement immobilier également rebondit, c'est juste formidable d'observer. Vous payez 3 fois vos baraques, mais tout va bien dans le meilleur des mondes. Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais c'est une toute petite phrase qui m'avait beaucoup plu. Donc partez du principe que c'est du crédit. Voilà, ceci égale crédit. Et c'est pas tenable dans le temps. États-Unis, la croissance a doublé au 3e trimestre, portée par la consommation des ménages, c'est exactement la même chose. Ok. Taux de rendement, 5%. Bref,
On va s'arrêter là-dessus. J'ai pas plus de choses à vous dire. Juste une toute petite chose par rapport à quand je vous dis au début de la vidéo, si vous ne prenez pas des profits, d'autres le prendront à votre place. On a ici encore un maintien au niveau des unpenciled sur Deribit, c'est exactement ce qu'on va observer. Et vous avez de plus en plus d'ordres qui sont en train de se positionner. Vous avez des doublons d'ordres actuellement en sell limite sur Deribit. On va très probablement aller les filer jusqu'aux 40 000 $, mais partez du principe que et ces gens-là ont la possibilité d'aller pousser le prix pour aller filer leurs ordres. Je ne dis pas du tout le contraire. Se hedger sur les options, se hedger sur les shorts, etc. Ils font très bien leur travail, mais partez du principe qu'il y a des gens qui sont en train de vendre sur ces niveaux de prix, et ce n'est pas des petits portefeuilles, ce sont des très gros portefeuilles qui sont positionnés depuis longtemps. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pas plus de choses à vous dire, on se retrouve à midi pour les académiciens, et nous, demain, dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.